Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Études et carrières. Aujourd'hui, on accueille ma sœur jumelle qui s'appelle Fatoumata Cissé, qui va nous présenter son parcours universitaire, son ascension professionnelle au Mali et elle va nous partager les conseils qu'elle aurait aimé avoir avant d'entamer ce parcours. Je vais la laisser se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour Aïssata, bonjour tout le monde. Alors moi, je m'appelle Fatoumata Cissé. J'ai fait un baccalauréat en sciences économiques. Par la suite, j'ai fait une licence en informatique de gestion. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master en génie logiciel et technologie web. Et un autre master, un executive master en affaires internationales. Pourquoi avoir choisi l'informatique alors que tu as fait un bac en sciences économiques et sociales? C'est parce que c'est pas un parcours naturel, l'informatique, après un bac en sciences économiques. Oui. De base, il faut savoir que j'ai toujours été douée dans tout ce qui était organisation, gestion, et ça depuis toujours. Et la suite logique pour moi aurait été de faire, à la suite de mon bac, un diplôme en gestion. Gestion, économie, finance, comptabilité ou gestion d'entreprise. J'avais une cousine qui était déjà au Maroc, qui étudiait déjà là-bas, dans la même université où j'ai étudié. Et je pense que le choix s'est fait un peu rapidement. Je pense que les parents aussi ont eu un impact justement dans le choix de la filière. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ici, il n'y a pas forcément au lycée des conseillers d'orientation ou des gens spécifiquement qui sont là pour orienter les bacheliers dans les filières appropriées. Et du coup, je me souviens que les parents me disaient beaucoup, ah non, les études en finance, en comptabilité et tout, ça chôme parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font les mêmes formations. Donc, il fallait faire une formation où il y avait facilement des débouchés, d'où l'informatique de gestion. D'accord. Et pour quelqu'un qui vient du domaine des sciences économiques, est-ce que tu as eu des difficultés particulières au début de ton parcours en informatique? Parce que je pense que l'informatique, en général, les gens font un bac en sciences exactes ou en mathématiques pour faire de l'informatique. Mais toi, tu viens des sciences économiques. Il y a des mathématiques en sciences économiques, mais c'est pas la composante principale. Donc, est-ce que tu as eu des difficultés particulières d'adaptation sur ce plan-là? J'ai pas eu de difficultés spécifiquement à m'adapter pendant mes études en informatique parce que j'ai toujours été habituée à l'outil informatique depuis le second cycle. Maintenant, après aussi, je pense que l'informatique de gestion, c'est une filière qui n'est, disons, pas trop technique pour quelqu'un qui a fait les sciences économiques et sociales. Ça aurait été, par exemple, de l'informatique appliquée aux mathématiques ou une autre filière beaucoup plus technique. Effectivement, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais bon, l'informatique de gestion, on va dire que c'est un peu un melting pot entre tout ce qui est gestion et tout ce qui est côté technique. Parce que dans la filière, il y a des modules qui sont beaucoup plus techniques, qui vont avoir un lien avec l'architecture des ordinateurs, les algorithmiques et autres. Et en parallèle de ça, il y a des modules aussi qui concernent la gestion financière, les mathématiques financières, la gestion d'entreprise, l'économie. Ça fait un combo. C'est une filière un peu générale, c'est ça. Et au niveau de ton intégration au Maroc, en dehors des études, est-ce que ton intégration à l'environnement au Maroc a été facile? Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques que tu aimerais partager? Mon intégration n'a pas été difficile dans le sens où j'avais déjà une dame sœur qui était là-bas. Donc, quand je suis arrivée dans un environnement où je connaissais déjà les gens avec qui j'habitais. On étudiait à la même école. Et disons que c'est ça qui a facilité l'intégration. Et également, dans la région où j'étais au Maroc, il y a une forte communauté des Maliens. Avant de passer à ton expérience au Mali, parce que tu as dit au départ que tu avais fait un master au Mali, est-ce que tu as des conseils à partager à un bachelier qui a fait son bac au Mali et qui aimerait aller étudier au Maroc?
peut-être de mieux se renseigner, disons au cours de sa dernière année de terminale, sur la filière appropriée. Parce que l'orientation joue un grand rôle justement dans le début des études supérieures. Et le choix ne doit pas se faire uniquement euh, sur des envies ou autres, mais c'est à lui maintenant d'essayer d'identifier les domaines dans lesquels il est doué et même les filières dans lesquelles il est doué à l'université, ce qui va lui permettre de mieux choisir la filière pour ses études. Comment s'est passé le retour? Le retour au Mali s'est passé assez bien. C'est un environnement déjà familier. Et donc, je me suis inscrite en master en génie logiciel et technologie web dans une université privée. Et je pense que de fil en aiguille, j'ai vite compris en fait que j'étais légèrement un peu en avance par rapport aux étudiants ici qui commençaient le master en génie logiciel. Et ces notions-là, ces modules, moi, je les avais déjà faits. Donc, je me suis un peu retrouvée à refaire un peu les mêmes choses. Ça, c'est dû à des différences dans C'est ça, oui, le système éducatif n'est pas le même. Et pendant que tu faisais ton master dans une université au Mali, est-ce que tu as eu à faire des stages? Est-ce que tu travaillais en même temps que tu étudiais? Bon, comment c'est ça? Je faisais mes cours à l'université en cours du soir, 17h-20h, et la matinée, j'ai commencé par des stages. Et par la suite, j'ai commencé à postuler, à avoir de petits postes, et de fil en aiguille, ça a débouché sur un vrai travail. Parle-nous de ton insertion professionnelle au Mali. Et quand je dis insertion professionnelle, je veux parler de la difficulté réelle de trouver du travail à Bamako et du travail dans le domaine dans lequel tu souhaites travailler. Explique-nous le... C'est pas facile. Honnêtement, c'est assez compliqué de trouver du travail d'un coup dans le domaine où tu as fait tes études. Ça, c'est un point. Et l'autre point aussi, c'est que moi, ma difficulté particulière a été que quand je suis rentrée, j'étais diplômée en informatique de gestion, qui était une filière, disons, assez générale. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que tu ne sais pas forcément dans quel domaine t'orienter. Et du coup, j'ai dû faire beaucoup de petits boulots en tout temps. J'ai fait community manager, j'ai été webmaster, j'ai géré un site web. J'ai également été éditrice pour un web magazine. J'ai travaillé dans l'expérience client. Enfin, j'ai travaillé dans beaucoup de choses finalement avant de retrouver ma voie. Et je pense que c'est une difficulté qui est due justement au problème d'orientation des bacheliers ici dès le départ pour choisir la filière à l'université. Parce que après, quand tu choisis une filière qui est générale, tu te retrouves un peu dans le grand bain sans forcément une idée particulière de où tu veux aller, de ce que tu veux faire. Et c'est ça qui a vraiment été mon challenge principal concernant mon insertion professionnelle ici. C'est vrai que la polyvalence, c'est une qualité de, on va dire, à peu près tous les Maliens parce que les gens font... Ça a des avantages. Ça a des avantages, la polyvalence, dans le sens où, malgré le fait que j'ai fait beaucoup de petits boulots, l'avantage du coup de cette polyvalence a été que je n'avais aucune difficulté à m'adapter dans l'environnement de travail, au logiciel que j'utilisais, parce que j'avais une formation assez générale. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne chose. Maintenant, après, c'est compliqué d'aller sur une seule voie quand tu sais un peu faire du tout. Là, c'est ça aussi le fait de choisir des parcours universitaires assez généralistes. Ça fait que t'es pas assez spécialisé. Voilà. Okay. On va passer à l'organisation dans laquelle tu travailles actuellement depuis quelques années. Comment on réussit à intégrer une organisation internationale au Mali? Parce que c'est pas du tout facile. Beaucoup de personnes ont des difficultés à intégrer ces organisations. Alors, comment on réussit
à intégrer une organisation internationale. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu dises, quand tu as dit que tu as fait beaucoup de petits boulots, pendant combien de temps tu as fait ça avant de trouver un emploi régulier là où tu travailles actuellement? 3 ans. 3 ans, je dirais entre 2017 et 2020, justement. Et du coup, pour ta question, que ce soit une organisation internationale ou que ce soit d'autres structures, de manière générale, c'est assez compliqué parce que le marché de l'emploi est très compétitif. Mais moi, je pense que ce qui marche le mieux, c'est d'essayer de sortir du lot. Pour des organisations internationales, c'est facile d'avoir pour un seul poste des milliers de candidatures, 2000, 3000, 4000, jusqu'à 10 000 candidatures. Maintenant, le souci, c'est que toutes les candidatures pratiquement se ressemblent. Donc, pour trouver facilement du travail dans une organisation internationale, le premier point déjà, c'est le courage. Il ne faut jamais lâcher. Le deuxième point, c'est toujours d'essayer de sortir du lot. Essayer de se renseigner. Par exemple, aujourd'hui, à l'ère où on est, il y a beaucoup d'établissements, d'organisations internationales, de structures, lors des recrutements qui font des shortlistings avec l'intelligence artificielle. Et si tu n'as pas un CV qui est bien structuré, avec les informations qu'il faut, tu n'es d'emblée pas shortlisté. Et ça, c'est un premier problème. Donc, il faut vraiment essayer de sortir du lot. Et quand je dis sortir du lot aussi, mettre en avant des compétences qui ne sont pas forcément en lien, par exemple, avec la formation. Tu vois, le classique ici, c'est j'ai une bonne connaissance de l'outil biotique, j'ai fait la finance, j'ai fait l'informatique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ce qui intéresse beaucoup plus le profil qui intéresse les organisations internationales, ce sont les personnes engagées. Parce que travailler pour une organisation internationale, il faut être engagé. La plupart du temps, c'est des organisations qui œuvrent dans l'humanitaire. Donc, si tu es engagé sur un sujet qui te tient à cœur, par exemple, les profils les plus compétitifs vont être des personnes qui ont fait du volontariat, des personnes qui ont travaillé avec des associations, des personnes qui ont fait du bénévolat pour des associations et tout. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant sur un CV si tu veux travailler dans une organisation internationale. C'est vrai que tu as parlé du mode de recrutement, le fait d'utiliser des ATS. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, mais tous les ATS ne sont pas faits dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça existe même avant l'avènement de l'intelligence artificielle. En fait, les gens oublient souvent que c'est très important quand tu fais un CV de mettre les mots-clés pertinents pour le poste pour lequel tu postules. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens vont dire oui, j'ai postulé ce soir et 1 heure après, j'ai reçu un message de refus. C'est parce que l'ATS n'a pas vu de match entre les informations que tu as entrées dans le système et le poste. Donc c'est important, c'est vraiment important de regarder ce point-là. Et je reviens un peu sur le fait de ne pas être passif, de faire du bénévolat. Et j'aime beaucoup rappeler souvent que les opportunités viennent aux gens qui font déjà le travail. Les gens pensent que les gens qui ont les meilleures opportunités, c'est juste parce que ces gens ont des relations, c'est parce que papa connaît quelqu'un ou maman connaît quelqu'un, mais en réalité, c'est pas ça. On sélectionne les gens qui font déjà le travail. Donc, pour avoir des opportunités intéressantes, il faut déjà être proactif. Il faut faire des choses. C'est difficile. Parfois, ça peut prendre du temps. Tu peux faire du bénévolat pendant des années, ne pas avoir de résultats, mais ça arrivera un jour. Mais le truc, c'est que si tu ne fais aucun effort et que tu n'es pas proactif et que tu te limites seulement à étudier, travailler, bien travailler, ça ne suffit plus dans le monde dans lequel on est. Bien travailler, tout le monde travaille bien. Bien travailler, c'est ce qui te permet de garder ton travail. Mais c'est pas ce qui va te permettre, par exemple, d'évoluer, d'avoir les meilleures opportunités. Travailler dans des organisations internationales, ça requiert beaucoup d'engagement, comme tu l'as dit. Ça requiert beaucoup de travail aussi, souvent non rémunéré. Et il faut le savoir. Mais c'est jamais une perte de temps. On ne postule pas pour postuler. Déjà, l'état d'esprit est très important. Tu ne postules pas pour postuler, pour essayer d'avoir ce poste. Tu postules pour avoir ce poste. Et si tu es dans le bon état d'esprit, ça joue un rôle. Et
l'autre point aussi que je voulais mentionner, c'est que avec un seul CV, comme tu l'as dit, les mots-clés, c'est très important. Avec un seul CV, tu ne peux pas postuler à 10 offres d'emploi différentes. Pour chaque poste auquel tu veux postuler, tu es obligé d'adapter ton CV et mettre les mots-clés qui correspondent pour pouvoir au moins avoir la chance d'être shortlisté et d'être compétitif. Tu ne peux pas utiliser le même CV pour postuler à une offre d'emploi pour une assistante juridique ou pour quelqu'un qui va travailler dans le contentieux ou non. C'est tout un travail en fait. Et c'est là où je parle du courage parce que le courage est très important dans ce sens-là. Et je vais un peu nuancer ton propos par rapport au fait d'avoir plusieurs CV. Il y a un point de divergence, mais c'est jamais mauvais. Moi, je suggère toujours aux gens d'avoir un seul CV. Parce que c'est ce qui a marché pour nous. Et pourquoi je dis ça, je m'explique. Tu n'es pas censé vouloir être assistant juridique et travailler dans le contentieux. Tu es censé avoir une stratégie de recherche d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir exactement quel poste tu veux. Une fois que tu sais exactement ce que tu veux, tu ne vas pas postuler à 10 000 choses différentes. Tu vas postuler à la même chose à chaque fois. Donc, tu peux faire un seul CV qui est très pertinent pour ce poste-là. Mais, comme elle a dit, si tu veux postuler à plusieurs choses à la fois, tu dois adapter ton CV, c'est important. Mais pour moi, le plus important, c'est d'abord de définir une stratégie de recherche d'emploi. Savoir exactement quel poste tu veux, pour quel secteur tu veux travailler, pour faire un CV pertinent. Après, si ta stratégie, c'est que tu as des compétences dans plusieurs domaines, que tu peux exercer des emplois dans plusieurs domaines, là, oui, il va falloir adapter le CV. Donc, prochaine question, comment on fait pour évoluer au sein d'une organisation internationale? Parce que c'est bien de dire j'ai intégré une organisation internationale, mais la plupart du temps, c'est des contrats à durée déterminée dans ces organisations-là. Comment on fait pour y rester pendant des années? Comment on fait pour évoluer au sein de ces organisations? Ok. Je vais répondre à cette question de ma propre perspective. Je pense que ce qui marche le mieux pour évoluer dans un environnement comme ça, c'est justement d'être dynamique. D'être dynamique, c'est une chose, et de t'intéresser fortement à tout ce qu'il y a autour de toi, à toutes les activités de l'organisation. Et c'est là où justement on parle d'engagement. Parce que si tu décroches un poste et que tu restes statique sur ce poste, tu n'évolues pas. Moi, ce qui a marché pour moi, c'est que à partir du moment où j'ai intégré l'organisation, je commençais à m'intéresser aux activités de l'organisation. J'ai commencé à m'intéresser aux différents postes qu'il y a. Et j'ai commencé à entrevoir les perspectives d'évolution que je pourrais justement avoir au sein de l'organisation. Et justement aussi, il faut savoir parler aux bonnes personnes. Il faut savoir parler aux bonnes personnes. Parce que souvent, ici, les gens sont toujours dans un mindset de non, travaille en silence, ne dis rien, et ça peut marcher dans un certain contexte. Mais pour quelqu'un qui veut évoluer, tu es obligé d'identifier les bonnes personnes et de parler aux bonnes personnes. Et pour moi, c'est ce qui a marché. Le premier superviseur que j'ai eu, on avait beaucoup d'échanges constructifs. C'est quelqu'un qui, par exemple, au cours des échanges, me demandait très souvent, Fatoumata, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu vois, et ça, c'est des questions qu'il faut réfléchir. C'est des questions qui te motivent, qui te font avoir des objectifs et un plan qui est mieux tracé. Et quand j'ai commencé justement dans l'organisation, c'était pour un poste de communique aux données. Je dirigeais uniquement les données. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres activités, de renforcement de capacité. Comme je te disais, je suis quelqu'un qui a toujours aimé gérer les choses, organiser et tout. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment on organise des activités, des événements, des ateliers dans des organisations internationales. J'ai commencé à m'intéresser au support au projet, tout ce qui est reporting. Et aussi, si tu travailles pour quelqu'un qui sait justement déceler tes aptitudes, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, j'ai un superviseur qui me disait tout le temps, ah, Fatoumata, j'ai remarqué que tu sais très bien rédiger, donc je veux que tu commences à relire les rapports qu'on publie. Et j'ai commencé, de fil en aiguille, à m'intéresser au reporting. Et c'est là où, par exemple, la question qui est venue, où il me demandait où est-ce que je me vois dans 5 ans,
j'ai répondu à moi, dans 5 ans, je me vois dans le management de projet. Ça, c'était en 2020. Et là, je travaille dans le management de projet parce que je me suis donné les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, quand tu veux évoluer dans une organisation internationale, le premier point, c'est qu'il faut être dynamique. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir parler aux bonnes personnes. Et le troisième point, c'est que il faut vraiment t'intéresser à toutes les activités de l'organisation de manière générale parce que ça te permet d'avoir une meilleure connaissance de tous les domaines et de savoir dans quoi quand tu veux évoluer. Pour tous les gens, je pense que quand vous avez un master, il y a certains métiers que vous ne pouvez pas faire. Elle a fait une licence en informatique de gestion. Elle a fait un master en génie logiciel. Elle a fait des stages et des petits boulots pendant 3 ans. Et après tout ça, elle a commencé dans une organisation internationale avec un poste de commis aux données. Commis aux données, c'est corriger des données. C'est un poste qui ne requiert souvent même pas de master ou de diplôme universitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir l'esprit ouvert. C'est important d'avoir des objectifs et c'est important d'être capable de se dire, je prends ce poste-là. C'est pas ce que je veux pour le reste de ma vie, mais j'en ai besoin aujourd'hui car ça va m'aider à arriver là où je vais arriver. Personne ne vous attend nulle part. Et c'est important de retenir ça. Personne ne vous attend dans une organisation internationale pour vous faire évoluer. Personne n'est là avec comme objectif de vous trouver le meilleur boulot pour vous. Vous devez faire ce travail-là vous-même. Et parfois, ça commence par faire des choix stratégiques, faire des choix réfléchis, avoir des objectifs. Parce que quand vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de boussole. Vous ne savez pas où aller. Et quand tu ne sais pas où aller, tu fais tout et n'importe quoi pendant plusieurs années. Et c'est ça aussi un réel problème qu'on rencontre aujourd'hui au Mali. Donc, est-ce que on va aller dans la dernière partie là de cet épisode? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu sais et que tu aurais aimé savoir il y a 5 ans, il y a 10 ans? Et est-ce que ces choses-là t'auraient par exemple permis de faire des choix différents? Je ne dirais pas faire des choix différents, mais aller directement à l'essentiel. Aller directement à l'essentiel. J'aurais aimé mieux être orientée au lycée. J'aurais aimé avoir la latitude de choisir une filière qui va dans le sens de mes aptitudes dès le départ. Et un autre point aussi, c'est le renforcement de capacité. J'aurais aimé savoir à quel point le renforcement de capacité est une importance capitale et surtout pour quelqu'un qui est carriériste, pour quelqu'un qui veut évoluer parce que on ne cesse jamais d'apprendre. Et justement, c'est bien d'être dynamique, de chercher à comprendre les choses, de t'adresser aux bonnes personnes, mais c'est très important aussi de chaque fois mettre à niveau ses compétences. Le renforcement de capacité est une importance. Est-ce que, avant que je conclue cet épisode, est-ce que tu as quelque chose de spécifique à rajouter, des conseils supplémentaires? Si j'ai des conseils supplémentaires à donner aux jeunes, je dirais qu'il faut jamais arrêter d'apprendre. Il faut jamais cesser d'apprendre, continuer de vous former. Tout le temps, on ne cesse jamais d'apprendre. Même quelqu'un qui a un doctorat aujourd'hui continue d'apprendre. Donc ça c'est très important. Et l'autre point aussi, c'est de ne pas se décourager quand on cherche du travail, mais de toujours être dans une optique où on veut s'améliorer continuellement. Quand vous postulez à des offres, quand vous n'êtes pas retenu, ayez souvent ce recul-là de poser des questions, de demander qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de candidature que je peux faire autrement pour les prochaines fois. Ça, par exemple, ce sont des tips qui vous aident à mieux identifier vos lacunes et à les renforcer. Donc, si moi j'ai quelque chose à rajouter, si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est soyez proactif, ne soyez pas passif. Faites des choses pour attirer les opportunités que vous voulez, parce que ces opportunités-là ne viendront pas toutes seules vers vous. Continuez à apprendre, continuez à vous perfectionner, à vous former, même quand vous avez un travail, parce que on n'est jamais à l'abri.
Si vous avez postulé à un emploi, vous ne l'avez pas eu, c'est que vous n'étiez pas le meilleur candidat. Alors, faites en sorte que la prochaine fois, vous soyez le meilleur candidat pour ce poste-là. Ça veut dire demander des feedbacks, comme Fatma vient de le dire, toujours demander des feedbacks, chercher à vous améliorer, et c'est tout. Donc, je conclurai cet épisode par vous dire de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter avec vos expériences, de donner des feedbacks, de partager cet épisode avec tous les gens qui pourraient être intéressés par les enseignements de cet épisode et les feedbacks de Fatma. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain épisode très long. Merci. Au revoir.